Mais je m'appelle René Bovy. Je suis né en 1922 sur le circuit de Francorchamps. La famille se portait bien. On avait déjà une voiture en 1925, tout allait bien. Mais seulement, voilà, mon père était un ivrogne. Et il a tellement bu qu'à 39 ans, il est mort. À ce moment-là, je n'avais que 9 ans. J'ai donc dû aider ma mère et j'ai dû travailler très jeune. Je suis devenu secrétaire communal à Francorchamps. Mais la guerre était venue aussi. Le 10 mai 1940, c'était la guerre. Pendant la guerre, on était très exposé à des troubles de toutes sortes. Il y a eu beaucoup de gens qui essayaient de se réfugier en Belgique parce qu'ils s'étaient sauvés d'Allemagne comme prisonniers, comme aviateurs ou comme ne voulant pas être militaires allemands. Dans les communes, comme moi, ici, et même tout autour de moi, on faisait des faux documents d'identité à ces personnes-là pour qu'elles puissent se sauver et disparaître des fichiers de la police allemande. Malheureusement, en 1942, j'ai été arrêté par ce qu'on appelait la Gestapo. Ce qui s'est passé, c'est que quand on fabrique des faux documents d'identité, on utilise des cachets, des photos, et on a trouvé mes empreintes digitales derrière les photos. Et alors, les Allemands m'ont condamné. Ils ont demandé la peine de mort, c'était grave, mais seulement je n'étais pas majeur au moment où j'ai fait les fausses cartes d'identité, ce qui fait que je n'ai pas été exécuté. Et on m'a mis dans un camp, les camps de concentration. Ce n'est pas facile à raconter parce qu'il y a un côté inhumain dans une captivité de guerre. Et alors, je vous dirais que des morts, on en a vu des dizaines. On les chargeait sur des charrettes. Et j'étais jeune, moi, puisque je n'avais que 20 ans. Et avec des autres de mon âge, on jetait les morts dans les charrettes comme si c'était tout naturel. Tellement il y avait de maladies et de mauvais traitements. Ce qui m'a paru fort grave, c'est que lorsque les Américains sont arrivés en Allemagne, au bord du Rhin, les Allemands ont essayé de nous évacuer vers le sud de l'Allemagne. Et là a commencé ce qu'on a appelé la marche de la mort. Et en effet, beaucoup étaient atteints du typhus. Alors on a marché des kilomètres et des kilomètres. On nous faisait loger dans des écoles, on logeait à même le sol. On n'avait pas de couverture, et vous pensez bien qu'on n'était pas habillé pour résister ni au froid ni au chaud. De cette façon-là, nous avons fini par échouer dans une forteresse où les Allemands nous ont enfermés. Ils nous ont laissés là pendant 4 jours, sans manger, sans boire, dans nos crasses, parce qu'il faut vous dire qu'on n'avait que des semelles en bois avec des cordes aux pieds. On n'était pas habillés et on était dans cette crasse parce qu'on ne savait pas non plus se laver. Et heureusement, les Américains sont arrivés et ils nous ont libérés. Un détail encore, quand les Américains ont vu qu'il y avait le typhus, ils ont monté un drapeau jaune pour la quarantaine. Vous voyez? Donc il fallait encore rester 40 jours. Mais je ne suis pas resté 40 jours, je suis parti avec 2 autres. Et à ce moment-là, je suis revenu à Francorchamps. J'ai repris mes fonctions de secrétaire communal
Et au moment de la fusion des communes, je suis devenu secrétaire communal de Stavelot. La joie de vivre, c'est dans la tête qu'on a ça. Moi, je n'étais pas un Hercule. Je n'étais pas un bonhomme armé pour la lutte ou la boxe. Je n'étais même pas armé pour faire de l'athlétisme. Et lorsque j'ai été arrêté, si je suis revenu, c'est là que ça se trouve. Parce que j'ai vu des gens costauds, ils sont tous morts. Dans les camps de concentration en Allemagne, vous n'aviez aucune chance de survie, on n'avait que celle-là, sa tête et sa volonté. Et c'est ce qui m'a permis, et c'est pour ça que je dis que de ce côté-là, ce n'était pas la joie de vivre, mais c'était l'optimisme qu'on peut avoir lorsque on est en difficulté. Et je suis revenu donc d'Allemagne, et quand je suis revenu, je me suis passionné pour mes fonctions et pour tout ce que j'entreprenais. Et alors, j'ai fait tellement de choses dans ma vie que ça pourrait faire une très grande liste. Mais quand je suis revenu, j'ai d'abord reconstitué le syndicat d'initiative et de tourisme, qui n'existait plus. Et j'ai été président donc, de l'office de tourisme. Je vous ai dit que j'étais né sur le circuit en 1922. Et 1922, c'est l'année de la première course automobile sur le circuit de Spa-Francorchamps. J'ai donc passé toute ma jeunesse, toute mon adolescence à côté du circuit, puisque nous avons habité Stavelot, Malmedy, et même Spa plus tard. Dans ces conditions-là, les gamins de mon âge, on était toujours au circuit. On était au circuit sans payer d'ailleurs, parce qu'on connaissait les endroits par où il fallait passer. Conclusion, on connaissait toutes les courses, on les a vécues jusqu'en 1940. C'était la guerre, et pendant 5 ans, 6 ans, il n'y a plus eu de course. Le circuit était abîmé par la guerre, le pont sur la rivière était sauté, était démoli. Tout ça a donc été restauré, et à ce moment-là, on m'a demandé si je voulais bien accepter la direction donc matérielle du circuit, non pas les courses, parce que je ne me suis jamais occupé des courses, je ne me suis occupé que du théâtre, pas des acteurs. Dans ces conditions-là, j'ai accepté, et j'ai donc été secrétaire général du circuit pendant 33 ans. De 1946, faites le compte. Un circuit qui va connaître des hauts et des bas. Des hauts et des bas parce qu'à un moment donné, il est trop rapide. C'est-à-dire que dans une ligne droite qui vient donc de Malmedy à Stavelot, les voitures étaient arrivées à 360 km/h, ce qui fait 100 mètres à la seconde. C'est très vite. Lorsqu'il quittait la route, il était mort. Hein. Il n'y avait rien à faire, c'était pas possible. Surtout à une époque, il n'y avait pas encore de rails, il n'y avait pas encore des pneus comme maintenant. Il n'y avait aucune sécurité. Il y avait des arbres, il y avait des poteaux électriques. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'un pilote qui quittait la route soit tué sur le coup. Alors, à partir de là, on a fait des améliorations. J'ai vécu ce circuit d'une manière passionnée et passionnelle, mais il y avait souvent des gens, des tués sur le circuit, des accidents mortels. Et lorsque c'était le cas, comme j'étais en même temps secrétaire communal, j'avais toujours la clé de la morgue en poche. Il fallait avec un témoin inventorier ses poches, son argent, son identité. Il fallait aussi s'occuper du transport du défunt vers l'Angleterre ou vers l'Allemagne, c'était selon la nationalité, évidemment, du pilote. Tout ça, ce sont de très mauvais souvenirs, parce que à une seule course, par exemple, aux 24 heures, je pense que c'est dans les années 1970, par là, il y a eu 3 morts la même nuit.
Et à une Formule 1, il y a eu 2 tués dans le même tour. Mais pour le reste, les réunions qu'on avait à Milan, à Monza, un peu partout, en France, en Hollande même, enfin, dans tous les pays limitrophes, c'était passionnant. C'était passionnant parce qu'on avait des réunions qui ne concernaient évidemment que la course automobile. Et alors, pendant 10 ans, on n'a plus fait de Formule 1. De 1970 à 1980, oui, à 1980, on a travaillé pour faire un nouveau circuit et c'est comme ça que maintenant on a un circuit sécurisé. On n'a pratiquement jamais plus de morts sur le circuit. Ça va un peu moins vite, ça va quand même très vite. Il est considéré comme le plus beau du monde. Voilà. C'est aussi le plus long, ce qui fait 7 km et les autres n'en font que 5 ou 6. On a tourné un film international qui s'appelle Grand Prix. Ça a été tourné ici aussi par le cinéaste américain Frankenheimer. C'est lui donc qui a fait ce film Grand Prix. C'est parce que je vois ici les lettres de remerciement pour les avoir aidés, enfin. Dans les années 60, j'ai créé avec des amis une piste de ski à Francorchamps qui s'appelle le Mont des Brumes. Elle existe toujours. On fabriquait là de la neige artificielle avec des canons à neige. Après ça, avec un ami qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait René Libert, nous avons décidé d'essayer de faire quelque chose d'important à Francorchamps, de faire autre chose que des courses. Alors on a organisé un championnat international des bûcherons. Des bûcherons, il en est venu du Canada, d'Angleterre, d'un peu partout. C'était un championnat international. Et c'était en 1960, nous sommes en 2013, et le championnat existe toujours chaque année. Et alors, pendant cette période des journées forestières, j'ai imaginé à un moment donné, c'était une époque où on parlait beaucoup de jumelage européen, jumelage de communes. Et alors, j'ai toujours bien aimé le vin, et je me disais, si je pourrais faire un jumelage, je pourrais chercher. Mais comme j'aime bien le vin, je n'allais pas faire un jumelage avec une commune d'eau minérale. J'ai eu la chance de rencontrer des gens, et cette chance-là m'a permis de nouer des contacts avec Pommard, qui est un petit village en Bourgogne où il y a un vin très réputé. Et ça continue toujours. On vient de fêter le 45e anniversaire du jumelage. Et dans 3 ans, ce sera le 50e, si on vit encore. Ce qui fait que ce jumelage, c'était une réussite. Et j'en étais fort content. J'ai tout doucement accumulé beaucoup de documents d'archives. Et c'est ça qui m'a donné l'idée, à un moment donné, vers les années 50, par là, de me dire, bon, mais puisque j'ai autant d'archives, autant d'objets, des coupes, des choses de toutes sortes, je pourrais faire un musée. Mais seulement, le conseil d'administration du circuit de Francorchamps ne voulait pas faire un musée. Ce qui fait que je ne parvenais pas à concrétiser mon idée de faire un musée. À ce moment-là, j'ai réessayé 10 ans après, dans les années 60, j'ai toujours eu le même refus. Mais alors en 1970, j'étais ami avec le bourgmestre de Stavelot. Je lui ai expliqué mon projet de faire un musée. Et lui, il a été tout de suite d'accord et il m'a dit, je te donne toutes les caves, les sous-sols de l'ancienne abbaye. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire ce musée-là, du circuit de Francorchamps, à Stavelot. Et progressivement, avec les relations que j'avais au circuit, j'ai pu trouver des voitures. Et en réalité, ce musée, il est peuplé, si je puis dire, de voitures, mais qui n'appartiennent pas au musée. Elles appartiennent à des collectionneurs. Et maintenant, ce musée fonctionne toujours très très bien.
Il attire 40 ou 50 000 visiteurs par an, ce qui est beaucoup pour un petit musée comme celui-là. Dans la suite, de plus en plus, j'ai pu amasser encore beaucoup d'archives et on en est arrivé aujourd'hui à avoir une documentation très complète qui m'a d'ailleurs permis de faire le livre que j'ai le plaisir de vous offrir. Je raconte d'abord tout ce que j'ai trouvé dans les documents et ensuite, à partir du moment où j'ai été directeur du circuit, tout ce que j'ai vécu sur le circuit lui-même. C'est-à-dire que ça a commencé, les courses dans la région ici, ça a commencé en 1896 et ça a continué jusque maintenant, mais moi je me suis arrêté en 1996 parce que je n'étais plus au circuit, j'étais au musée. Et alors, c'est un journaliste, son nom figure là, qui a fait les 10 dernières années suivantes. Oui. C'est un peu comme je vous l'expliquais tout à l'heure, tout est là. C'est-à-dire que vous pouvez être un héros musculaire, mais si vous n'avez pas de l'optimisme dans votre raisonnement, eh bien, vous ne résisterez pas. Et je crois que c'est ça, parce que c'est pas seulement moi, mais en Allemagne, par exemple, j'ai bien vu que ceux qui étaient comme moi, qui étaient optimistes, qui pensaient que la guerre allait finir et qu'on allait être libéré, eh bien ceux-là, ils sont revenus. Mais ceux qui disaient on va crever ici, ceux-là, ils ne sont pas revenus. Et tout s'explique de cette façon-là. Et alors, bon, cette chance que j'ai eue d'avoir cette mentalité-là, j'ai continué à l'avoir dans la vie et dans la suite. Et ça s'est bien passé. Merci beaucoup. C'est bon comme ça? C'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. Si je continue à feuilleter, je me rends compte que le temps a passé très vite et que j'étais à peine désigné dans ma fonction de secrétaire communal que j'étais déjà arrivé à la pension. La sagesse, ce n'est pas un mystère. Quand on a mon âge, on a un peu de sagesse quand même.